Bonjour, donc moi je parle en tant qu'artiste, je suis artiste et je vais me définir ici par deux caractéristiques de qualité. C'est que d'abord je ne fais que des œuvres protocolaires. Tout mon travail en fait se produit, se déploie en œuvres protocolaires. Et puis deuxième caractéristique, c'est que je travaille très fréquemment voire tout le temps, en collaboration volontaire, en collaboration étendue, en collaboration parfois contractuelle, mais en collaboration avec d'autres personnes, d'autres expertises, d'autres mises en forme. Voilà, je pense que ça, ça permet d'engager à la fois ma lecture et mon travail. Donc, je vais d'abord vous parler d'une expérience. Je ferai appel à l'image de temps en temps, donc je les ferai avancer. Pour le moment, j'ai mis ce détail d'une publication dans un journal. Une expérience publiée dans la revue Nature, en 1998, est faite par les neuroscientifiques Matthew Botvinnik et Jonathan Cohen. Elle a montré qu'une personne peut croire qu'une main en caoutchouc posée devant elle fait partie de son propre corps. Et l'expérience d'un autre chercheur, Vilianour Ramachandran, montre la même année que la surface d'une table peut être comprise également par un sujet humain comme la surface sensible de son corps. Dans son émission Habiter notre corps, diffusée en 2013 sur France Inter, Jean-Claude Amezen déduit de ses études: ainsi, nous pouvons, dans des circonstances particulières, intégrer ce qui ne fait pas partie de notre corps à l'image que nous nous faisons de notre corps. Ce constat provoque en moi une profonde jubilation, car je peux étendre immédiatement cette proposition à la perception de notre vie elle-même, en modifiant à peine cette phrase. Ainsi, nous pouvons, dans des circonstances particulières, intégrer ce qui ne fait pas partie de notre vie à l'image que nous nous faisons de notre vie. Et j'imagine que ces circonstances particulières peuvent être alors contenues dans des programmes, comme un scénario, un script, une partition musicale ou un protocole artistique, et plus précisément dans un protocole doté d'une perspective biographique. Car la forme protocolaire, par sa capacité à établir un événement dans la durée, constitue une condition très intéressante pour instiller dans le développement d'une vie familiale, amicale, amoureuse, politique, sociale, sexuelle, des manières de penser, de s'exprimer et de vivre étrangères à soi. Ainsi, en se déployant ce que j'appelle des protocoles, conçus comme des prescriptions sans fin, en réalité à l'échelle de ma modeste vie, mon travail artistique fait apparaître un rapport entre le protocole et la biographie, et au-delà, entre la prescription et la vie. De ce rapport-là naissent deux circonstances particulières. D'une part, la prescription d'une situation imposée à vie, et d'autre part, une vie faite de prescriptions. Et nous pouvons les interroger. Sont-elles les conditions de possibilité d'une aliénation ou celle d'une émancipation? Alors, parmi les protocoles mis au point et développés au fil du temps, je peux choisir par exemple deux protocoles dont la dimension biographique est manifeste. Biographie et cover. Alors, je vous lis le protocole de biographie. Depuis 2000, biographie, devenir Édouard Boyer. Les biographes commandent la vie d'Édouard Boyer sur le site édouardboyer.net. Deuxièmement, Édouard Boyer réalise cette vie commandée. Et c'est en ligne ici. Donc c'est le site édouardboyer.net. La proposition s'appelle bio-graphie. Et on peut faire des commandes. Et je réponds à ces commandes par une photographie. Et là, vous pouvez lire, on peut lire ensemble. Édouard témoigne des ombres, une commande de 2016.
Et j'ai répondu à travers cette photo. Devenir Édouard Boyer engage à la fois une biographie en cours et une identité en devenir. Et le récit ainsi produit, forcément fragmentaire, prescrit à ma vie de nouvelles expériences, des moments de vie imaginés, écrits et commandés par d'autres que moi. Cette biographie écrite en avance, de tout vécu, se réalise par l'accueil d'événements dans le flux d'une vie et s'expose ensuite publiquement par un témoignage photographique. Chaque événement fait l'objet d'un enregistrement photographique et parfois c'est la photographie elle-même qui précipite et constitue l'événement en tant que photographie performative. La soumission aux commandes des autres est dès lors un exercice d'interprétation et donc dans mon esprit une démarche d'émancipation. Émancipation vis-à-vis de la lecture littérale, vis-à-vis des mots, vis-à-vis des commandants, entre guillemets, et vis-à-vis de la fonction indicielle encore prêtée à la photographie. Une commande de 2015, Édouard, écoute bien la rumeur. Une commande de 2017, dresse un bouquet sans âge. Alors, depuis 2000, il y a des personnes qui commandent, et je réponds progressivement, c'est-à-dire que je ne réponds pas dans l'ordre, donc je peux très bien répondre en 2020, ou par exemple en 2019 ou en 2018 à une commande qui était faite en 2005. Depuis, je reviens à mes deux exemples, donc il y a biographie et le deuxième exemple c'est cover. Cover, dont je lis ici le protocole. Depuis 1966, cover, devenir photographe. Sélectionner les magazines aux couvertures comparables, agencer ses correspondances. Il s'agit d'une autobiographie pour laquelle j'intègre des images produites par l'industrie de la presse à l'image que je me fais de ma vie. Ces images, ces couvertures de magazines, cette face et cette surface de la presse occidentale, publiées dans la stricte période de ma vie, forment plus qu'un panorama, un environnement. Et c'est par la sélection et la combinaison de certains emprunts à cet environnement que je fais émerger des souvenirs, que je peux retrouver des sensations personnelles, oubliées, familières ou inédites. Chaque association par paire de couvertures modifie la compréhension de chacune des images imprimées et me fait percevoir une nouvelle image, invisible mais présente, une image induite, comme le fait l'écriture littéraire. Autrement dit, chacune de ces rencontres entre deux images provoque une vision, entre guillemets, et s'agence avec d'autres visions similaires pour former progressivement un ensemble qui croît comme une sorte de roman non linéaire, une forme romanesque anachronique, désorientée et sans fin. Je vous en montre quelques exemplaires par méthode. La plus ancienne est à gauche, le plus ancien magazine est à gauche et le plus récent à droite. Loin de la collection d'images, de la forme de l'atlas et de son ambition d'objectivité, Cover libère les images et leur conditionnement, de leur chronologie et de leur singularité. Pareil à la main de caoutchouc perçue par le cobaye comme un prolongement sensible de son corps, avec Cover, l'imagerie d'un monde publié en couverture des magazines et disposé sur la table devant moi par paire devient le prolongement de ma mémoire, une mémoire très intime et vivante, mais incarnée par des objets étrangers, devenus miens. D'autre part, avec biographie, les événements que l'on me commande deviennent également les miens, et les mots des commandants deviennent également les miens. C'est ainsi que dans ces circonstances particulières, le moi s'abandonne et se fragmente en mien. Dans un entretien filmé en 1991, Marguerite Duras déclare à Pierre Dumayet « Un événement ne peut pas se passer deux fois.
une fois dans la réalité et une fois dans un livre. Mais il faut quand même qu'il ait eu lieu pour qu'un livre soit apte à en rendre compte. Mais l'événement en lui-même est détruit par le livre. Ce n'est jamais ce qui a été vécu. Mais le livre fait ce miracle, c'est que très vite, ce qui a été écrit a été vécu. Ce qui est écrit a remplacé ce qui a été vécu. Pour présenter le protocole biographie, il peut suffire de reprendre et d'interpréter ces paroles. Mais le protocole fait ce miracle, c'est que progressivement, ce qui est écrit et photographié a été vécu. Ce qui est écrit sera d'abord remplacé par ce qui est expérimenté, puis ce vécu sera remplacé à son tour par la photographie, et enfin celle-ci deviendra elle-même ce qui aura été vécu. Et pour désigner à son tour le protocole cover, une nouvelle reprise, mais le protocole fait ce miracle, c'est que très vite, ce qui a été suscité a été vécu. Ce qui est suscité a remplacé ce qui a été vécu. Ce qui est rendu visible par l'agencement de photographies publiées en couverture de journaux, de magazines, et ce qui est rendu sensible seront à la fin ce qui aura été perçu par moi, comme un souvenir sans date, mais aussi par les spectateurs à leur manière. Le jeu de substitution des expériences désignées par Marguerite Duras est porté et augmenté par un jeu de substitution des auteurs, et ainsi deux illusions s'évanouissent en même temps, celle du témoignage de l'œuvre et celle de l'auteur lui-même. Protocole destiné à la vie entière, et l'accroissement du nombre des œuvres et des auteurs qu'il provoque entraîne ce double évanouissement. Dans sa chronique publiée dans le journal Libération, datée du 6 février 2016, Oublier l'idée d'être spécial, Paul B. Preciado écrit que le premier acte d'émancipation cognitive consiste en une prise de conscience que n'importe qui pourrait jouer à la place de n'importe quel autre. Il écrit « Il n'y a pas de secret. L'autre ne parvient pas à changer son rôle parce que tu refuses de changer le tien. Mais chaque seconde, alors qu'un nouvel acteur entre en scène, il est possible de modifier le scénario, de ne pas vouloir du rôle qui nous a été assigné, de changer le texte, de sauter un acte. La révolution ne commence pas par une marche au soleil, mais par un hiatus, une pause, un déplacement minuscule, une déviation dans le jeu des improvisations et des apparences. Oublier d'être spécial, original, abandonner l'impérieux espoir de la singularité, nous propose Paul B. Preciado. Et dans ce grand théâtre de l'humanité, il imagine les effets d'un pouvoir salutaire, celui de changer de rôle. Et précisément, mon projet Nicolas Carré prolonge et exploite une très discrète erreur, une substitution d'identité volontaire en une substitution d'identité volontaire et exposée. Une accidentelle publication de mon portrait dans le journal Le Parisien, le 11 mai 2004, l'essence en folie. Pour illustrer un article présentant le témoignage d'un certain Nicolas Carré, est ainsi transformé en récit ouvert et proliférant. Depuis cette date, des rédacteurs et des photographes se relaient avec moi pour faire paraître dans les journaux et magazines de nouveaux témoignages de ce personnage. Le protocole est ainsi rédigé depuis 2004. Nicolas Carré, devenir Nicolas Carré. Premièrement, prendre le nom de Nicolas Carré. Deuxièmement, se présenter comme le témoin du jour. Et vous le voyez sur l'image, l'iconographe du journal s'est trompé, a mis mon portrait à la place du portrait de Nicolas Carré, et c'est ainsi qu'est associé à mon image cette personne, et qui devient un personnage, Nicolas Carré, professeur de technologie à Noisy-le-Sec, le témoin du jour.
L'œuvre est une prescription, mais elle est en constant devenir. L'œuvre est biographique par l'image et fictionnelle par l'écriture. Je suis l'auteur d'une œuvre que je ne signe pas et que je n'ai pas réalisée seul. Je suis un acteur qui a changé de rôle. Et je suis heureux d'opérer une déviation dans le jeu des improvisations et des apparences. Je vous montre quelques-uns de ces, pas quelques-uns, tous, toutes ces publications dans différents journaux, sur différents supports. Là, c'est un article de l'Alsace. Donc là, il y a une artiste photographe qui s'appelle Annie Mellet. Il y a un rédacteur. Là, nous avons un numéro de VSD avec une pleine page sur Nicolas Carré. Tout à son activité. Là, c'est un journal tchèque avec un article sur Nicolas Carré, dont je serais bien incapable de vous dire quoi que ce soit. Parce que c'était une carte blanche et donc je ne parle pas tchèque. Carte blanche donnée au rédacteur, mais le journal lui-même ne sait pas que c'est un geste qui s'inscrit dans le champ artistique et qu'il s'agit d'une substitution d'identité et d'une fiction. La revue Véhicule, ils sont placés dans l'ordre chronologique. Là. La revue Novo, la revue Poly, le magazine Poly, la revue Mouvement, le magazine Flush, l'actualité des culottés, spécialiste dans les sanitaires, et la revue De l'Air. Aussi, maintenant, je vous propose une lecture de 3 publications, de 3 apparitions dans les magazines. Autrement dit, la revue De l'Air, la revue Poly et la revue Novo. J'ai choisi ces 3 textes et ces 3 images, ces 3 apparitions, parce qu'elles sont d'un même auteur, qui s'appelle Daniel Foucard. Donc ça me permet de montrer que même au travers d'une publication, comme je disais tout à l'heure, désorientée, plurielle, sans chronologie, on peut faire un montage, et là, par un point commun qui est celui de l'auteur. Curiosité. Donc, c'est un texte et une image qui sont publiés dans De l'Air l'été 2019, avec une photographie d'Alain Bernardini. La communication interne est capitale dans une entreprise, ce que ne contredira sûrement pas Nicolas Carré, PDG d'une petite société de travaux à Mulhouse. Souhaitant s'installer dans de nouveaux locaux, il a racheté quelques bureaux précipitamment abandonnés en centre-ville pour y fixer les siens. Mais dans un même élan de précipitation, il a indiqué son adresse actuelle pour y faire place nette au lieu de la nouvelle. Un sous-traitant a ainsi déblayé, nettoyé, dispersé dossiers et fauteuils roulants vers les déchetteries environnantes tôt dans la matinée. Lorsque M. Carré a mis la clé dans la serrure de son lieu de travail, à 9h sonnantes, il a pu apprécier le zèle avec lequel on a vidé son projet. Dans le magazine Poly, daté de mai 2019, carrément contre. Deux crochets est la nouvelle icône du digital detox, tendance combattant l'addiction au numérique. Il s'agit d'un carré coupé par le milieu représentant aux 4 angles
aux 4 angles les 4 réseaux sociaux les plus utilisés. Nicolas Carré, alias Nicolas S., a créé ce signe pour tous ceux s'engageant à quitter au moins un réseau social. Cet internaute activiste a déjà rallié près de 24 200 décrocheurs, ayant ajouté les 2 crochets sur leur statut. Des crochets pour décrocher. Troisième fragment de la vie de Nicolas Carré par Daniel Foucard dans la revue Novo. Le courage, c'est la peur, avec une photographie d'Elsa Laurent. Cette mésaventure arrivée à un vitrio de 42 ans n'est pas banale. Nicolas Carré se restaurait dans une cafétéria en surplomb d'un torrent du Montana, aux États-Unis, lorsqu'un grizzly a surgi sur une terrasse, semant la panique chez les touristes. S'ils eurent tous le réflexe de bondir vers l'intérieur du restaurant panoramique, notre touriste francophone, lui, n'ayant pas compris la nature des cris, s'est vite retrouvé seul avec le plantigrade, affamé, sans la moindre possibilité de fuite. J'étais tétanisé. Je regardais les gens derrière la vitre me faire signe et de ne surtout pas bouger. L'ours se bafferait avec les plateaux repas autour de moi. Ces rencontres sont fréquentes dans cette région de randonnée pédestre et les consignes de sécurité en cas de face-à-face sont données à tous les randonneurs. Mais être piégé sur une terrasse de 50 mètres carrés avec un spécimen est rarissime. Quand j'y repense, c'est drôle. Personne ne pensait à me filmer, s'étonne Nicolas Carré. Pourtant, il est resté immobile, une bonne heure selon les témoins, l'animal prenant sa collation presque indifférent à cette présence humaine à ses côtés. Lorsque les télévisions locales lui ont demandé comment il avait fait pour rester aussi stoïque devant le grizzly, Nicolas a répondu « Mon courage venait de ma peur, une peur horrible. » Voilà. Je vous remercie de votre patience.